500 milionów Europejczyków błaga 300 milionów Amerykanów, żeby chronili nas przed 140 milionami Rosjan, którzy od 3 lat nie są w stanie sobie poradzić z 40 milionami Ukraińców. Pologne a annoncé au monde entier son projet de militarisation. Le Premier ministre Donald Tusk veut que l'Europe se réveille enfin et cesse de déléguer sa défense aux États-Unis, un peu sur le modèle d'Emmanuel Macron. La période de ce que l'on appelle les dividendes de la paix, c'est terminé. Et ça, en Pologne, c'est pas vraiment nouveau. On vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo ici sur Diplo. Le pays accélère massivement sa militarisation. Le gouvernement précédent de Mateusz Morawiecki, il était déjà assez ambitieux, avec des objectifs fixés à 300 000 soldats d'ici 2035 et des dépenses militaires atteignant 4% du PIB. Mais aujourd'hui, ces chiffres, ils ne sont plus à la hauteur des enjeux. Désormais, le gouvernement de Donald Tusk veut bâtir une force armée de, accrochez-vous bien, 1,5 million de soldats, réservistes compris, et porter les dépenses de défense à 5% du PIB. Pour vous donner une idée, actuellement, l'armée polonaise compte environ 200 000 soldats. Dès 2025, la Pologne devrait même consacrer 4,7% de son PIB à la défense, soit le niveau le plus élevé de tous les pays membres de l'OTAN. Et c'est pas tout, regardez un peu ce gros titre. La Pologne doit envisager l'acquisition d'armes nucléaires, déclare Donald Tusk. Exactement, vous avez bien entendu. Alors certes, Tusk n'a pas explicitement affirmé que la Pologne devrait se doter de son propre arsenal nucléaire. Mais il n'a pas non plus fermé la porte à cette éventualité. Dans cette vidéo, on va vous parler de ça, mais aussi de beaucoup d'autres grands projets tout juste annoncés par la Pologne. Parce que, croyez-moi, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et vous savez quoi? Sur ce point, le président du pays, Andrzej Duda, du parti Droit et Justice, le PiS, et le premier ministre Donald Tusk, du parti Plateforme Civique, sont entièrement d'accord. Et d'ailleurs, les Polonais ordinaires aussi. Selon les sondages les plus récents, près de 73% d'entre eux réclament une augmentation des dépenses militaires. Autrement dit, il existe pratiquement un consensus national sur la question. Surtout que ces sondages ont été réalisés avant les récentes attaques de Trump contre l'OTAN et ses menaces de ne pas défendre certains pays de l'Alliance Atlantique en cas d'agression russe. Aujourd'hui, ce chiffre, il est certainement encore plus élevé. D'ailleurs, cette méfiance, elle est généralisée envers l'administration de Donald Trump. Dans une enquête menée en 2024 auprès de 23 pays, la Pologne apparaissait alors comme la nation la plus pro-américaine au monde. Environ 93% des Polonais avaient une image positive des États-Unis. Mais désormais, moins d'un tiers d'entre eux considèrent encore les États-Unis comme un partenaire fiable. Les Polonais n'adopteront pas la philosophie selon laquelle nous sommes totalement impuissants et démunis si le président Trump décide d'ajuster sa politique. Donald Tusk, Premier ministre polonais. Des insultes, comme par exemple celle d'Elon Musk, ne risquent certainement pas d'améliorer la confiance. Surtout lorsque l'on sait que Musk travaille désormais directement au sein d'une organisation interministérielle du gouvernement américain. Tais-toi, petit homme, tu ne paies qu'une infime fraction du coût, et il n'y a aucune alternative à Starlink. La personne à qui Elon Musk a ordonné de se taire et a qualifié de petit homme n'est autre que le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, après que celui-ci ait précisé que la Pologne verse environ 50 millions de dollars par an pour financer le service Starlink en Ukraine. Évidemment, vous imaginez bien que ce commentaire de Musk a suscité une énorme vague de critiques en Pologne, jusqu'à présent pourtant le pays le plus pro-américain au monde. Cet incident n'a fait que renforcer les arguments de Donald Tusk. La Pologne doit se réarmer et l'Europe doit cesser de dépendre des États-Unis pour sa défense. Les amis, dans cette vidéo, on vous donne tous les détails sur la manière dont la Pologne a déjà mis le pied sur l'accélérateur afin de devenir une véritable superpuissance militaire. Alors, que signifierait pour Varsovie une décision de se doter de l'arme nucléaire? Quelle est la stratégie derrière ce renforcement massif de ses forces armées? On va tout expliquer dans cette vidéo, mais d'abord je t'invite à t'abonner, à liker et à partager s'il vous plaît les gars, vous n'êtes que 20% à avoir cliqué sur le bouton. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est très important et ça nous aide beaucoup. Allez, maestro, lance l'intro. Le plan polonais. Regardez attentivement ce gros titre. La Pologne annonce un plan de formation militaire pour tous les hommes. Varsovie veut commencer dès maintenant à recruter massivement pour renforcer son armée. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? D'un service militaire obligatoire? Pas pour le moment. Tusk a pris en exemple le modèle suisse et a précisé que ce ne serait pas obligatoire, mais qu'il y aurait des incitations attractives pour encourager les hommes à participer à des entraînements militaires annuels. Un plan a également été dévoilé pour constituer une force de 100 000 réservistes volontaires. Et attention, à terme, il n'est pas exclu que l'on revienne à un bon vieux service militaire obligatoire à l'ancienne. La Pologne vise à former 100 000 volontaires dans le cadre d'une initiative pour créer une armée de réservistes.
Le plus important pour nous est que chaque personne intéressée puisse participer à une telle formation au plus tard en 2026. Et c'est une tâche difficile, mais je sais qu'elle est réalisable. Donald Tusk, Premier ministre polonais. Ce plan que les Polonais souhaitent mettre en œuvre dès l'année prochaine soulève une question essentielle. Pourquoi la Pologne veut-elle créer une force de 100 000 réservistes? La réponse, une fois de plus, elle semble se trouver en regardant du côté de l'Ukraine. Les forces de défense territoriale ukrainiennes ont joué un rôle crucial pour contenir l'invasion russe. Depuis 2017, la Pologne dispose également de forces de défense territoriale comptant environ 40 000 soldats. Mais aujourd'hui, elle cherche à les développer beaucoup plus. En Ukraine, ces unités ont permis de libérer un grand nombre de soldats professionnels afin qu'ils puissent combattre directement sur les lignes de front contre la Russie. La mission de ces forces de défense territoriale ukrainiennes, elle a été de maintenir le contrôle et l'ordre sur le territoire ukrainien qui n'était pas directement menacé par les unités terrestres russes. Ça inclut par exemple la protection des bâtiments gouvernementaux, l'installation de points de contrôle, la lutte contre le sabotage et même l'organisation de groupes de résistance et de guérilla en cas de capture de territoire par la Russie. Alors que dire? Miser sur ce modèle, en complément d'une armée permanente et professionnelle, c'est parfaitement logique. Surtout si l'on prend en compte que le plan polonais va bien au-delà puisque Varsovie cherche à plus que doubler ses effectifs militaires. Objectif, atteindre une force totale de 500 000 soldats. En plus de l'armée professionnelle et en plus de la force de défense territoriale, nous devons construire une armée de réservistes à part entière et c'est ce à quoi nos actions sont destinées. Ça signifie que la Pologne devra attirer un grand nombre de citoyens vers le monde militaire en un temps record. Et ça, c'est un défi. Recruter autant de personnes en si peu de temps, ce ne sera pas une mince affaire. La création d'une armée de réservistes volontaires pourrait justement faciliter cet objectif. D'ailleurs, même les ministres devront suivre une formation militaire. L'idée, elle est simple. Montrer l'exemple et inciter davantage de personnes à s'engager dans cette démarche. Le Premier ministre polonais informe les ministres du gouvernement qu'ils suivront une formation militaire volontaire. Mais attendez, si tout ce que nous venons de vous raconter vous semble déjà impressionnant, ce n'est que le début. Les abonnés les plus fidèles de Diplo, vous le savez déjà, parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques mois. La Pologne achète des armements comme si elle se préparait à la guerre pour demain. Et elle ne s'approvisionne pas n'importe où. Une grande partie de ces armements proviennent d'un pays en particulier, la Corée du Sud. En fait, la Pologne est tout simplement le plus gros client étranger de l'industrie d'armement sud-coréenne au monde entier. En 2022, les Polonais ont signé un contrat monumental avec les Sud-Coréens pour 12 400 millions de dollars, portant notamment sur l'achat de chars K2, d'obusiers automoteurs K9, d'avions de chasse légers FA-50 et de lance-roquettes multiples Chunmoo. Et si ce deal vous semblait déjà colossal, accrochez-vous bien. Il y a quelques jours à peine, ils ont annoncé l'achat de 180 chars K2 supplémentaires pour un montant total de 6 200 millions de dollars, portant leur total à 360 unités. Et c'est pas tout, si l'ensemble du contrat est exécuté, alors ce chiffre pourrait grimper jusqu'à 1000 unités. La Corée signera un accord supplémentaire pour exporter des chars K2 vers la Pologne dès avril. Maintenant, on va laisser de côté tous ces chiffres parce que ça reste abstrait. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Si cet achat est confirmé, et il semble qu'il le sera a priori, la Pologne détiendra la plus grande flotte de chars modernes en Europe, en incluant ceux qu'elle possède déjà, comme les léopards allemands. On parle d'environ 959 chars, soit près de 4 fois plus que la France ou l'Allemagne. Mais le vrai game changer, ce qu'on a annoncé en début de la vidéo, c'est leur intention, leur idée de se doter de l'arme nucléaire. Alors, grande question que beaucoup d'entre vous se posent peut-être déjà, la Pologne a-t-elle annoncé son intention de développer ses propres armes nucléaires? La réponse, elle est négative, pour l'instant. Cependant, ce n'est pas une option qu'ils excluent totalement. Ce qu'ils ont annoncé en revanche est différent, mais tout aussi significatif. Varsovie souhaite être protégée par le parapluie nucléaire français, une initiative que Macron a proposé d'explorer. Every kind of nuclear umbrella will be beneficial for Polish security. I don't have any doubt about that. France is our ally in NATO. So, cooperation with an ally as part of NATO is something absolutely obvious and natural. La France possède une longue tradition nucléaire. Elle dispose d'environ 290 ogives nucléaires réparties en 2 piliers principaux de son arsenal, qui pourraient servir à défendre ses alliés européens au sein de l'OTAN. Le premier pilier, les missiles balistiques M51 que la France peut lancer depuis ses 4 sous-marins nucléaires capables d'utiliser ce type de missiles. On parle ici de missiles avec une portée allant jusqu'à 10 000 km. Et il faut noter que chaque sous-marin peut embarquer jusqu'à 16 missiles, chacun pouvant transporter 10 ogives thermonucléaires capables de frapper des cibles indépendantes. Le deuxième pilier, c'est le pilier aérien. La France utilise les missiles de croisière SMPA montés sur ses chasseurs Rafale B. Ces missiles peuvent porter une ogive nucléaire entre 100 et 300 kilotonnes avec une portée de tir allant jusqu'à 500 km. Pour l'instant, la France exclut le déploiement permanent d'ogives nucléaires sur le sol polonais. Cependant,
Il est question de fournir une couverture nucléaire à la Pologne via les chasseurs Rafale. Mais comme on l'a déjà dit, les Polonais ne rejettent pas totalement l'idée de devenir par leurs propres moyens une puissance nucléaire. Ceci dit, ça voudrait dire qu'ils devraient se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qu'ils ont pourtant ratifié. Une telle décision pourrait être controversée, mais qui sait, les Polonais semblent prêts à tout pour garantir leur sécurité face à la menace russe. Nous devons être conscients que la Pologne doit atteindre les capacités les plus modernes également liées aux armes nucléaires et aux armes non conventionnelles modernes. C'est une course à la sécurité, pas une course à la guerre. Donald Tusk, Premier ministre polonais. Attendez une minute, parce que c'est pas fini. Est-ce que vous saviez que la Pologne envisage sérieusement de se retirer d'un traité international précisément pour renforcer ses capacités de défense ? Donald Tusk a récemment demandé aux députés polonais de soutenir la sortie de la Pologne de la Convention d'Ottawa. Et là, vous vous demandez sans doute, mais de quelle convention s'agit-il exactement ? Eh bien, préparez-vous à être surpris. La Convention d'Ottawa est un traité de désarmement qui interdit l'usage de mines terrestres antipersonnelles. Ce traité est en vigueur depuis 1999 et il a été signé ou ratifié par 164 pays. Mais certains grands pays ne l'ont pas adopté, comme la Russie, la Corée du Sud et bien entendu les États-Unis. En général, les pays avec des frontières sensibles, comme la Corée du Sud ou ceux qui sont régulièrement impliqués dans des conflits armés, eh ben, ils n'ont pas adhéré à cet accord. Alors pourquoi la Pologne voudrait-elle recommencer à utiliser des mines antipersonnelles ? Eh ben, la réponse est toute simple. Regardez cette carte un instant. La Pologne partage 210 km de frontière avec la Russie. Plus précisément avec l'enclave de Kaliningrad et 418 km avec la Biélorussie. Ces deux frontières représentent des points d'entrée potentiels pour des soldats et des chars russes en cas de conflit. Et c'est pas tout. Entre ces deux zones se trouve le corridor de Suwałki, une bande de territoire d'à peine 65 km séparant la Russie de la Biélorussie et qui isole ainsi la Pologne de la Lituanie. Dans ces régions spécifiques, les mines antipersonnelles pourraient être utilisées par la Pologne pour dissuader toute incursion russe ou toute autre violation de sa frontière. Inutile de préciser que ces mines ont des effets dévastateurs. Marcher dessus peut entraîner des amputations, voire la mort. C'est une arme terrible et cruelle, mais dans le contexte actuel, elle pourrait s'avérer utile pour la Pologne. L'État polonais est en train de bâtir un mur défensif d'envergure, baptisé le bouclier de l'Est. Il s'agit d'un programme gouvernemental visant à fortifier ses frontières orientales avec la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad pour un coût estimé à 2,5 milliards de dollars. Cet ouvrage impressionnant comprendra une bande de 200 mètres de large dotée de tours anti-drones, des capteurs sismiques, de grands ballons remplis de gaz appelés aérostats de reconnaissance capables de détecter des mouvements militaires jusqu'à 300 km de distance et des haies en béton armé, des bunkers, des ponts renforcés et des routes fortifiées. Et bientôt, il pourrait aussi inclure des mines. L'objectif, il est très clair. Ralentir ou empêcher toute incursion ennemie. Pour cela, les mines pourraient jouer un rôle crucial. Ce modèle ne serait pas très différent de celui que l'on retrouve dans d'autres régions, comme la frontière entre les deux Corées, mais à une moindre échelle. Il est estimé qu'environ 800 000 mines antipersonnelles sont enterrées le long de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, posées par les deux pays. Autant dire que ce que les Polonais envisagent pour sécuriser leurs frontières n'a rien d'anodin. D'ailleurs, des pays comme la Finlande et la Lituanie songent aussi à se retirer du traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles et l'Estonie commence à l'envisager aussi. Et c'est pas tout. Tusk a récemment abordé une autre question sensible, celle des bombes à sous-munitions. Alors même si la Pologne n'est pas signataire de la Convention sur les armes à sous-munitions, le simple fait que ce sujet ait été présenté au Parlement polonais pourrait signifier une chose. Varsovie envisage de se doter de ce type d'armement à l'avenir. Pour rappel, les États-Unis ont déjà envoyé ce type de bombe à l'Ukraine. Des bombes à sous-munitions en provenance des États-Unis arrivent en Ukraine. Ces armes qu'on appelle des bombes à sous-munitions sont des dispositifs qui, une fois ouverts, libèrent une multitude de petites charges explosives et qui augmentent la surface touchée par une attaque. Le problème avec ces bombes et la raison pour laquelle elles ont été interdites, c'est leur manque total de précision. Tout ce qui se trouve dans la zone où ces bombes à sous-munitions sont larguées peut être dévasté. Et ce sur un rayon très large, sans distinction ni ciblage précis. Et attention parce qu'il y a justement un pays balte voisin de la Pologne où ces munitions étaient interdites et qui vient tout juste de se retirer du traité interdisant ces armes. Regardez bien. La Lituanie quitte le traité interdisant les bombes à sous-munitions malgré l'indignation. La Lituanie est le premier pays à se retirer de la convention sur les armes à sous-munitions, ouvrant ainsi la porte à leur utilisation depuis la création du traité en 2008. Pas anodin parce que c'est fort possible que d'autres pays suivent bientôt cet exemple. Alors, j'imagine que maintenant, vous comprenez pourquoi la Pologne est en train de devenir une puissance militaire gardienne de l'Europe. Varsovie ne reculera devant rien pour atteindre cet objectif, consacrant des budgets colossaux à la création de l'une des armées les plus grandes et les plus modernes d'Europe en un temps record. La question de la défense est devenue tellement cruciale en Pologne qu'ils envisagent même de modifier leur constitution pour y inscrire une clause garantissant un minimum de dépenses militaires de, tenez-vous bien, 4% du PIB.
le président polonais Andrzej Duda a soumis un amendement constitutionnel au président du Parlement proposant des dépenses obligatoires de défense d'au moins 4% du PIB du pays. Si la Pologne fait des dépenses militaires minimales une obligation constitutionnelle, elle deviendra le premier pays au monde à intégrer un tel article dans sa constitution. Certains pays ont prévu dans leur constitution de limiter l'endettement ou les dépenses publiques, mais une disposition pour garantir les dépenses de défense, peu importe la situation économique, serait totalement inédite. L'idée du président Duda, que le Premier ministre Donald Tusk a accepté de considérer, garantirait que les dépenses militaires soient quasi assurées, indépendamment des performances économiques futures de la Pologne. Les Polonais semblent convaincus que la défense ne doit jamais flancher, même en période de crise, quitte à en payer le prix fort, parfois au détriment de l'État-providence. Ça prouve à quel point la Pologne prend ses enjeux au sérieux. Alors, voici un aperçu de la future armée polonaise. Un demi-million de soldats, une formation militaire obligatoire pour les hommes, plus de chars sud-coréens, un parapluie nucléaire français, des mines antipersonnelles et bientôt des bombes à sous-munitions. L'avenir de la Pologne semble prometteur. Et n'oublions pas que cela profite à l'ensemble de l'Europe. La Pologne, que l'on considère en première ligne, borde la Russie et la Biélorussie et joue un rôle crucial dans la sécurité du continent. Alors certes, les dividendes de la paix appartiennent désormais au passé, mais tous les Européens bénéficieront de ces dividendes de la sécurité polonaise. Et à ce sujet, je tiens à faire un commentaire personnel. Tous les pays de l'Union européenne devraient soutenir la Pologne, y compris la France, afin que ce ne soit pas uniquement les Polonais qui portent le fardeau financier de cette mission essentielle. Des pays tels que la Pologne, la Finlande et les États baltes, qui bordent directement la Russie, font des efforts considérables pour renforcer leur sécurité et par extension celle de tous les Européens. Alors ça peut sembler éloigné ou abstrait pour les pays d'Europe occidentale, y compris les Français, mais la survie du projet européen dans son ensemble en dépend. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine, dans quelques années, ça pourrait être l'Estonie ou la Lettonie. Qui sait? Et avec l'incertitude générée par la présidence de Donald Trump sur la défense américaine en Europe, le moment est venu de mettre sur la table des plans européens beaucoup plus ambitieux pour soutenir le réarmement. Et il nous faut aller bien au-delà des 150 milliards d'euros en prêts proposés jusqu'à présent par Ursula von der Leyen à Bruxelles. Mais maintenant, c'est à votre tour. Est-ce que la Pologne pourrait réaliser ses plans militaires ambitieux? Varsovie devrait-elle développer ses propres armes nucléaires? Et que pensez-vous de l'utilisation des mines antipersonnelles et des bombes à sous-munitions? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner, à liker et à partager, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Allez, à très vite pour plus d'actu, à ciao, bonsoir.